Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. J'utilise mon CPF. J'espère que vous m'entendez. En tout cas, ça a l'air. Donc, effectivement, ce webinaire a lieu dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui a le 9 octobre et qui se terminera donc le vendredi 20 octobre. Et donc qui est co-organisé par les différents acteurs du Conseil en évolution professionnelle, donc l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, le BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique en association avec nos différents partenaires nationaux et régionaux. Donc bienvenue à cet événement. Donc effectivement, pour démarrer ce webinaire, je vais juste vous redonner quelques consignes et règles pour la présentation. Donc effectivement, vous verrez que sur le côté en bas à droite, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions. Et nous y répondrons donc en fin de webinaire pour plus de fluidité. Dans la présentation de ce webinaire, j'utilise mon CPF et vous pourrez effectivement voter pour les questions qui vous intéressent le plus et les faire remonter en cliquant dessus. Alors, comme je disais, donc cet événement qui se des semaines de l'évolution professionnelle, donc il est 100% digital et gratuit, accessible à tous. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment donc un webinaire qui a pour objet de se placer, comme son nom l'indique, dans l'évolution professionnelle au cœur donc d'un programme de 100 webinaires. Tout au long de ces 2 semaines de l'évolution professionnelle. Et effectivement, comme je viens de le dire, différents opérateurs du Conseil en évolution professionnelle y participent, qui accompagnent donc les salariés du secteur privé et les indépendants. Voilà, donc on va pouvoir se présenter. Je suis donc Dorothée Delangle et je suis conseillère donc en évolution professionnelle au sein d'Axis Martinique. Et je vais laisser la parole à monsieur. Bonjour à toutes et à tous, merci Dorothée. Je m'appelle Philippe Brivet, je travaille à la Caisse des dépôts et consignations dans une direction qui s'appelle la direction de la formation professionnelle qui a pour mission, pour rôle de travailler sur les différents mandats qui sont portés par la Caisse des dépôts et consignations dans le domaine, dans le champ de la formation professionnelle. Il y en a plusieurs. Celui qui nous occupe aujourd'hui est le plus ancien et le principal. Il s'agit de Mon Compte Formation. Sur Mon Compte Formation, on va le voir, c'est tout ce qui touche autour du compte personnel de formation, le CPF. Aujourd'hui, quand on parle de Mon Compte Formation, on parle plutôt de la plateforme, alors que le CPF, c'est plutôt le compte individuel de chacun des citoyens français qui peuvent avoir un CPF. La Caisse des dépôts gère d'autres mandats qui ne sont pas directement concernés par notre présentation, notre intervention d'aujourd'hui, mais elle touche le domaine de l'apprentissage, le domaine de la formation des élus, et un domaine qui vous intéressera peut-être, mais pas dans l'immédiat, qui est celui de la mise en place de ce qu'on appelle les passeports, puisque la Caisse des dépôts va mettre en place a déjà commencé à le faire, il va mettre en place à partir de l'année prochaine un passeport de compétences qui sera accessible à l'ensemble de nos concitoyens et qui contiendra toutes les formations, qu'elles soient initiales ou continues, de telle sorte à ce que et tout ce qui sera sur ce passeport sera validé par la Caisse des dépôts et consignations. Donc ça sera un moyen, par exemple, de réaliser un curriculum vitae à valeur probante. N'allons pas trop vite, c'est pas l'objet de notre échange, mais voilà, la Caisse des dépôts travaille sur un champ qui est assez large, qui est celui de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement et même uniquement au compte personnel de formation autour de plusieurs axes. Qu'est-ce que c'est que le CPF ? Je vais passer peut-être
assez vite, hein, mais s'il y a besoin, je répondrai aux questions. La création et l'utilisation du compte personnel de formation. Quelques astuces, il y en a quelques-unes. Elles sont pas non plus légion, hein, mais il y en a quand même quelques-unes pour trouver et bien choisir sa formation. Je crois que la principale, c'est quand même de faire appel à un conseiller en évolution professionnelle. On y reviendra. Et puis, il y a malheureusement, vous le savez bien, enfin, c'est quelque chose qui est malheureusement de notoriété publique. Il y a malheureusement des fraudeurs, des organismes, on va dire même escrocs, qui arrivent à se glisser sur la plateforme et qui escroquent des gens. Donc, ces arnaques, il faut essayer de les éviter. Et je vais vous donner quelques pistes qui sont assez simples, hein. On ne peut pas toujours tout éviter, mais pour éviter les plus grosses arnaques qui existent. Commençons par le début. Qu'est-ce que c'est que le compte personnel de formation? Et puis, on y reviendra dans les diapositives qui suivent. Qu'est-ce que l'on peut en faire? Le compte personnel de formation est un compte qui est accessible uniquement à partir de la plateforme Mon compte formation. Il n'y a pas d'autre façon d'utiliser son CPF que d'aller sur la plateforme moncompteformation.gouv.fr. Voilà, c'est le seul endroit où vous pouvez utiliser les droits qui sont inscrits sur les comptes personnels de formation de chacun de nos concitoyens. Le compte, il est alimenté chaque année aux alentours du mois de mars, avril, hein, cette alimentation, elle tient compte du temps travaillé, on y reviendra, l'année précédente. Donc en fait, en 2023, on a alimenté les comptes CPF au titre de 2022. Et pour ce qui concerne 2023, l'alimentation se fera en 2024. Il y a toujours une année de décalage en matière d'alimentation. Parmi la population nationale, je mets de côté les différentes fonctions publiques, puisque les différentes fonctions publiques ne fonctionnent pas comme les actifs salariés. Donc les différentes fonctions publiques, les fonctionnaires des différentes fonctions publiques ont toujours, comme auparavant, un compte en heures. Et pour l'utiliser, ils doivent se rapprocher du service des ressources humaines, de leur administration ou de leur établissement public de rattachement. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, mais ils sont alimentés. Mais ils ne sont pas alimentés en euros. De fait, ils ne peuvent pas utiliser leur compte personnel pour acheter directement de la formation sur la plateforme. Ce que peuvent faire par contre les salariés, les salariés ont cette possibilité depuis 2019, depuis l'ouverture de Mon compte formation. La plateforme Mon compte formation a ouvert en novembre 2019 et c'est depuis cette date que les titulaires peuvent acheter directement sur la plateforme des formations en euros. Chaque année, ils sont alimentés de 500 euros au maximum, moins si le prorata le précise, ce qui est le cas aussi bien pour les salariés, j'allais dire, bon, je dirais ordinaires, que pour les travailleurs non salariés ou les travailleurs indépendants, qui ont aussi le bénéfice de cette alimentation. Les seuls qui ne sont pas alimentés au niveau national, ce sont les demandeurs d'emploi parce qu'ils ne travaillent pas. Donc il n'y a que ceux qui travaillent qui sont alimentés au niveau de leur compte CPF. Point particulier, deux catégories d'actifs sont privilégiés parce qu'ils touchent 300 euros de plus que les 500 euros qui sont prévus par la loi. Il s'agit des personnes en situation de handicap, ce qu'on appelle les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et puis les salariés non qualifiés ou moins qualifiés. Attention, pour ces deux catégories-là, nous n'utilisons pas de fichier d'alimentation, nous n'avons pas l'information qui nous parvient ni de la sécurité sociale, pour les personnels en situation de handicap, ni du système universitaire ou de la formation initiale. On ne sait pas qui est travailleur handicapé et qui est salarié moins qualifié. Et du coup, cette fonction, enfin cette réalité, elle est déclarative. C'est-à-dire que il faut aller sur notre site et que la personne se déclare
comme en situation de handicap, avec un justificatif bien sûr, ou qu'elle déclare qu'elle a un niveau infra-bac. Si elle déclare avec justificatif qu'elle est travailleur handicapé, et si elle déclare qu'elle est non qualifiée, enfin moins qualifiée, c'est-à-dire qu'elle détient un niveau infra-bac, elle bénéficiera automatiquement pour l'avenir des 300 € supplémentaires au-delà des 500 € qui sont alimentés. Voilà le principe général de l'alimentation des comptes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les droits CPF ? Donc jusqu'à 5 000 €, jusqu'à 8 000 € pour ce que je viens d'évoquer. On peut faire en fait ce que vous trouvez sur cette diapositive que j'ai concentrée en fait sur 5 points. Un premier point avec toutes les formations qui sont certifiantes, qualifiantes, diplômantes, c'est-à-dire celles qui sont inscrites au répertoire national et au répertoire spécifique. Ces répertoires sont tenus par France Compétences, pas par la Caisse des dépôts et consignations. Mais nous sommes en contact quotidien avec France Compétences par le canal digital, par un système qu'on appelle une API, qui est un système qui nous permet de récupérer tous les jours les formations qui relèvent de ces deux répertoires. Donc tous les jours, on sait quelles sont les formations qui relèvent de cette grande catégorie des actions de formation certifiante. Et puis parallèlement, il y a des choses qui ne sont pas certifiantes, qui ne sont pas qualifiantes et qui ne sont pas diplômants, comme l'accompagnement à la valorisation des acquis d'expérience, comme les bilans de compétences, comme les formations à la création-reprise d'entreprise ou les différents permis de conduire. Et ces 4 certifications supplémentaires, appelons-les comme ça, sont des certifications qui ont une codification spécifique et qu'on retrouve comme éligibles sur la plateforme Mon Compte Formation. Qui décide des formations éligibles ? Ce n'est pas la Caisse des dépôts, c'est le ministère du Travail. Et puis c'est France Compétences pour les formations inscrites aux 2 répertoires que j'ai évoqués tout à l'heure. Est-ce que ces formations peuvent évoluer dans le temps, en plus ou en moins ? Oui. On peut très bien imaginer qu'une année, certaines formations disparaissent des répertoires ou que des permis de conduire, par exemple, ne soient plus éligibles. C'est possible. L'inverse étant aussi possible, puisqu'il est même prévu qu'en 2024, les autres permis nécessaires pour utiliser des véhicules à moteur, que je pense aux véhicules sans permis ou voitures sans permis par exemple, ou ce genre de choses, et même aux permis moto, seront accessibles et éligibles au CPF, enfin éligibles au CPF. Voilà. Donc vous voyez que ça peut évoluer dans le temps. Quant à la prise en charge, le principe est assez simple, comme les questions sont souvent posées sur ce sujet. Je les évoque tout de suite. Il y a 2 façons de raisonner. Soit quand on est salarié et qu'on a un compte en euros, bien sûr, hein. Soit on décide de faire une formation en dehors de son temps de travail. Là, on a besoin de l'autorisation de personne, hein, puisque c'est la loi aujourd'hui. La loi permet à n'importe qui d'utiliser son CPF n'importe quand et sur n'importe quelle formation. Et là, il n'y a pas d'autorisation à demander à personne si on veut faire des formations en dehors de son temps de travail. Quand on est sur son temps de travail, c'est pas pareil. Il faut avoir l'autorisation de son employeur, sinon vous ne serez pas rémunéré. Il faudra prendre des congés ou des choses comme ça, sans solde, ou des choses de cette nature. Et là, c'est pas du tout, on sort du cadre habituel. La plupart des salariés qui font des formations sur leur temps de travail demandent l'autorisation de leur employeur. Et là, sur la partie droite de la diapositive, vous voyez que il y a des délais de prévenance à prévoir vis-à-vis des employeurs, qui peut refuser qui peut refuser autant de fois qu'il le veut sans avoir besoin de se justifier l'autorisation d'absence de son collaborateur. Voilà. S'il l'accepte, le salarié continue à être payé, il va en formation pendant son temps de travail et ça constitue l'équivalent d'un temps de travail effectif. Dernière chose qu'on voit en bas à gauche de cette diapositive, attention, les droits CPF ne servent qu'à payer le coût pédagogique. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est formation, coût pédagogique de la formation,
plus le passage de la certification, tout ça est pris en charge par le compte personnel de formation. Rien d'autre. On ne peut pas prendre en charge ce qu'on appelle le THR, c'est-à-dire le transport, l'hébergement et la restauration. Je sais que dans certains cas, c'est ce que souhaiteraient nos concitoyens, parce que se former, ça coûte cher. S'il faut se déplacer, il y a de la mobilité nécessaire, il y a de la restauration ou des choses comme ça. Ça n'est pas pris en charge par les droits CPF. Point important, je vous ai parlé tout à l'heure, vous le savez, c'est un secret de polichinelle. Il y a des fraudes, des cas de fraude sur notre plateforme, malheureusement. Cela signifie que nous essayons par tous les moyens de limiter cette fraude. Depuis 1 an exactement, je crois que c'est depuis le 22, j'ai un trou de mémoire dans la date, mais je crois que ça date d'octobre 2022. Il me semble de mémoire que c'est le 22 octobre, mais bon, peu importe, c'est pas très important. Depuis 1 an, la Caisse des dépôts a mis en place un accès plus difficile, on va dire les choses comme ça, plus difficile pour les titulaires, plus difficile parce que mieux contrôlé et mieux surveillé, c'est ce qu'on appelle l'application France Connect Plus. France Connect Plus est une application qui a pour but de permettre à chaque individu de créer une identité numérique qui est infalsifiable et qu'on ne peut pas frauder. Alors évidemment, ça signifie aussi que la personne ne doit pas donner son identité numérique à personne. Si vous donnez votre identité numérique, c'est comme si vous donniez accès à votre compte. Malheureusement, les fraudeurs arrivent encore à passer à travers cette maille du filet parce qu'ils se font passer pour des collaborateurs de la Poste et ils arrivent à obtenir de la part de personnes qui sont un peu naïves des codes d'accès qui leur permettent d'avoir l'information sur l'identité numérique de la personne. Mais avec France Connect Plus, on évite un certain nombre de situations de fraude, ce qui explique qu'on utilise cette passerelle pour pouvoir maintenant accéder au compte. Pour bien le rappeler, cette passerelle qui permet d'accéder au compte est une passerelle qui est gérée par la Poste. Ce qui veut dire aussi, je le signale, je le redirai un peu plus loin dans certaines diapositives, 2 choses. Ça veut dire, 1, que les services de la Poste sont compétents pour aider toutes les personnes à se connecter si elles n'y arrivent pas et à obtenir leur identité numérique. Première chose. Deuxième chose, l'identité numérique de la Poste permet, au-delà du compte personnel de formation, d'accéder à d'autres services. Je crois qu'il est prévu que la Poste mette en ligne, derrière cette identité numérique, des dizaines et des dizaines d'accès à des services de nature publique. Donc c'est pas l'identité numérique ne servira pas que une fois ou 2 fois dans la vie professionnelle de la personne d'accéder à son compte personnel de formation. Enfin, je dis 2 fois, ça peut être 20 fois, mais c'est pas fait que pour ça. Ça, c'est le point le plus important. Qu'est-ce qu'il faut pour être éligible à l'identité numérique? Eh bien, il faut ce que vous voyez sur cette diapositive. Il faut avoir plus de 18 ans, détenir une pièce d'identité française et être capable de télécharger une application en se rendant sur le site l'identité-numérique.laposte.fr pour créer votre identité numérique. Voilà, c'est ça les conditions d'accès. Certaines conditions ne sont pas remplies par tous les titulaires. On peut avoir moins de 18 ans et puis surtout, on peut aussi ne pas être de nationalité française. Ce qui signifie que avant 18 ans ou si on n'est pas de nationalité française, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser ce qu'on appelle des procédures de contournement. Et ces procédures de contournement, elles existent à la fois pour ceux qui ne correspondent pas aux critères d'éligibilité de l'identité numérique, mais aussi à ceux qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas la possibilité parce qu'ils ont des difficultés peut-être avec un ordinateur, avec un smartphone, qui n'ont pas la possibilité de créer un compte France Connect Plus. Donc c'est ce qui est très important à souligner, c'est que, et là d'ailleurs sur les diapositives, vous avez
le lien qui permet aussi d'accéder à des informations sur le processus de contournement. Ces liens sont présents sur notre plateforme, hein. C'est des liens qui existent sur la plateforme moncompteformation.gouv.fr, hein. Donc ça, c'est extrêmement important de le rappeler. Sur la plateforme, n'hésitez pas à aller sur la plateforme, au-delà d'aller chercher quel est le montant de vos droits, quel est le montant des formations, quelle est la nature des formations que vous pouvez faire. Sur la plateforme, il y a une très très grande richesse d'informations accessibles à tout public. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur ces informations pour pouvoir, à ces outils, hein, que ce soit des guides, des vidéos, des tutoriels, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui sont disponibles sur la plateforme qui permettent à tout le monde, enfin je le dis aussi pour les personnes qui représentent des comptes, des conseils en évolution professionnelle. Il y a plein de choses, hein, sur notre plateforme qui sont utiles pour pouvoir avoir accès à la plateforme dans de bonnes conditions. Attention, si la personne utilise le processus de contournement, excusez-moi, si la personne utilise ce processus, le délai d'obtention sera beaucoup plus long que si elle l'obtient avec son smartphone ou son ordinateur. Parce qu'avec son ordinateur et son smartphone, il lui faudra peut-être, je dirais, 1 heure pour accéder à l'identité numérique. C'est à peu près le temps qu'il faut, hein. Alors que là, il va y avoir manipulation de formulaires, de papier. Ça va prendre plusieurs semaines. J'ai écrit ici environ 4 semaines. Ça peut être moins. Je crois qu'aujourd'hui, on est sur 2 semaines et demie, si je me trompe pas, environ. Donc c'est plus rapide, mais voilà, c'est quelque chose. Ce qui signifie aussi, et ça c'est très important de l'avoir en tête, que si vous n'avez pas d'identité numérique, vous pourrez pas vous inscrire, et que vous pouvez pas vous inscrire facilement par le canal digital à cette identité. Vous pourrez pas acheter une formation tout de suite, hein. Il vous faudra acheter une formation dans les semaines ou dans le mois suivant votre démarche de contournement, hein. Vous ne pourrez pas vous inscrire tout de suite à une formation, hein. Ça, c'est quelque chose d'assez important à souligner. Mais une fois que vous aurez fait la démarche d'accéder à l'identité numérique, une fois que vous aurez activé votre compte, hein, je vous rappelle que pour aller sur le CPF, il faut d'abord activer son compte, hein. C'est la première chose et la plus importante, parce que aujourd'hui, il y a 39 millions, hein, de CPF qui sont alimentés chaque année. 39 millions. Sur les 39 millions, il n'y en a que 20 millions qui sont activés. Hein, ce qui veut dire qu'il y a 19 millions de nos concitoyens qui n'ont pas activé leur CPF. Si vous n'activez pas votre CPF, vous ne pouvez pas utiliser vos droits. Voilà. Et vos droits, ils disparaissent. Je le rappelle, un point important, mais je le redirai un peu plus loin, mais autant le rappeler plusieurs fois. C'est important de le souligner. Les droits CPF ne se perdent jamais. D'accord ? Si quelqu'un vous envoie un message en vous disant dépêchez-vous de vous inscrire parce que la fin de l'année 2023 arrive et vous allez perdre les droits CPF que vous avez sur votre compte personnel de formation, c'est pas vrai. C'est de l'escroquerie, ça, hein. Les droits CPF, ils commencent à partir de l'âge de 16 ans et ils se terminent au moment de la liquidation des droits à la retraite. Environ 65 ans aujourd'hui. Environ 65 ans aujourd'hui. Donc vous voyez, de 16 à 65 ans. Avant, c'est pas possible, il y en a pas. Après, sauf apprentissage, après c'est plus possible et vous perdez tous les droits qui sont sur votre sur votre compte. Mais pendant toute la durée de votre vie professionnelle, le compte reste vivant. Il ne disparaît pas, même si vous n'utilisez jamais vos droits. Il ne disparaît jamais votre compte, hein. Et personne de la Caisse des dépôts va vous appeler pour vous dire allô, pourquoi vous n'utilisez pas vos droits. Jamais, on a autre chose à faire, hein, à la Caisse des dépôts, hein. Donc on vous appellera pas pour ça. Soyez-en certains, hein. Donc personne n'a le droit de vous appeler et personne ne va vous relancer sur l'utilisation ou non de votre compte personnel de formation. Donc ça, c'est important. On y reviendra peut-être si vous voulez en fonction des questions. Quand vous activez votre CPF, c'est à ce moment-là qu'il faut inscrire ou modifier, si vous l'avez déjà fait, vos données personnelles qui sont ici. Là, vous voyez un nom d'usage commun et qui n'existe pas, enfin qui existe peut-être, mais c'est pas son compte en tout cas qui est présent ici. Donc ce François Dupont,
au moment où il active son compte, c'est là qu'il doit mettre toutes ses informations personnelles, c'est-à-dire qui il est, quelle est sa date de naissance, quel est son dernier diplôme connu. C'est là qu'on sait s'il est moins qualifié ou plus qualifié. C'est là qu'il inscrit éventuellement le fait qu'il est travailleur handicapé. En s'inscrivant, il doit joindre un justificatif. C'est là qu'il donne son adresse. Donc, on sait exactement où est-ce qu'il est, qu'il donne son adresse mail aussi. Donc vous voyez, ça, c'est des choses qui sont assez importantes. C'est sur son adresse mail, d'ailleurs, qu'il recevra une confirmation de son inscription à l'activation de son compte CPF. Et puis, une fois que tous ces éléments sont remplis, la personne peut naviguer sur les différents onglets que vous voyez là. C'est-à-dire à gauche, rechercher une formation. Juste à côté, les droits CPF, consulter ses droits, consulter l'historique, etc., etc. Les différents dossiers de formation que la personne a fait par le passé. Si elle n'en a pas fait, il n'y a rien dedans. Si elle en a fait, ils y sont tous et ils sont tous archivés. Au passage, concernant les droits CPF, ils sont détaillés année par année. Donc vous savez qui vous a versé les droits et à quel titre et sur quelle période. Donc vous savez tout sur votre CPF. Et puis tout à droite, là vous voyez conseil professionnel. Là c'est la possibilité de géolocaliser son conseil en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle n'intervient pas directement sur notre plateforme. Par contre, il est géolocalisable à partir de notre plateforme et vous pouvez ensuite le contacter pour avoir une aide pour se former. C'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire. Une formation, c'est pas un produit de consommation comme un autre. Évidemment, à travers la plateforme, qui est une plateforme digitale, qui est une place de marché, qui ressemble à toutes les places de marché. Il y a une offre et une demande, comme sur Amazon. On est plus petit qu'Amazon. Encore qu'on dépense chaque année quasiment 2 milliards d'euros sur notre plateforme. C'est pas une toute petite plateforme. Je crois qu'on doit être dans les 10 premières plateformes qui existent en France. Je crois que c'est l'ordre de grandeur. Comme toute place de marché, vous avez une offre et une demande, et ça veut dire que voilà, les personnes, elles vont librement sur la plateforme choisir leur formation. Mais comme la formation n'est pas un produit de consommation courante comme on trouve sur Amazon, le conseil qu'on donne toujours, c'est d'aller voir un conseil en évolution professionnelle, parce que lui pourra vous aider et il vous donnera un conseil désintéressé. Voilà, c'est ça qui est peut-être le plus important à rappeler. Quelques astuces pour rechercher plus efficacement une formation. Bon, je dirais, j'en vois plusieurs, mais vous les avez là, elles sont pas très difficiles ou compliquées à imaginer. D'abord, bien savoir utiliser le filtre, parce que plus vous avez de formation, plus vous allez écrire le nom d'une formation avec... si vous écrivez anglais, il y a toutes les chances que vous ramassiez des milliers de formations dans la recherche. Parce que derrière la plateforme, il y a un moteur de recherche. Et le moteur de recherche, il va vous remonter tout ce qu'il trouve en anglais à proximité dans les 50 km autour de chez vous. Il va en trouver sans doute des milliers. Donc il faut vraiment serrer le filtre pour pouvoir bien l'utiliser en essayant de donner le maximum d'informations pour que le moteur de recherche puisse vraiment fonctionner au mieux. Plus vous êtes précis, plus le filtre va vous remonter un nombre limité de résultats, ce qui vous permettra de choisir en bonne connaissance de cause. Attention aussi au tri qui est fait. Le tri est souvent fait par le prix de la formation. Le prix de la formation est souvent important. Il est important parce que tout ça, c'est de l'argent quand même. Donc on rigole pas avec l'argent, mais je veux dire par là que le prix, ça fait pas tout dans une formation. C'est la qualité, ça compte beaucoup dans une formation. Ça compte énormément. Donc soyez vigilants aussi sur ce point-là. Concernant les évaluations, le problème, c'est qu'on n'en a pas tant que ça sur notre plateforme. De mémoire, il doit y avoir environ
13 ou 14% des personnes qui, après la formation, vont faire une évaluation sur notre plateforme. En plus, les évaluations sont assez rustiques. C'est des étoiles, c'est un jeu d'étoiles sur 5 étoiles, hein, sur 5 items différents. Mais ça peut vous donner quand même des indications. Donc, regardez bien ces évaluations. Je dirais même aussi, surtout quand elles sont pas bonnes. Nous, c'est un critère pour nous pour chasser la fraude, hein, sur notre plateforme. C'est important, hein. Une personne qui s'inscrit à une formation qui est vraiment bidon, elle nous le dira. Et ça, c'est vraiment important pour nous pour sortir de notre plateforme les fraudeurs et les escrocs. Ensuite, vous avez d'autres moteurs de recherche qui sont très puissants comme Google, qui vous permettent de faire des recherches un peu plus fines quelquefois sur la nature d'une formation. Muni des informations plus précises, ça vous permettra, en rebouclant avec ce qui est marqué en haut, d'utiliser au mieux les filtres qui sont présents sur mon compte formation. Sur cette diapositive qui est peut-être un petit peu compliquée, mais bon, en fait, sachez que quand vous allez sur mon compte formation, vous allez être entre guillemets soumis à un certain nombre de délais. Alors les délais sont plus nombreux du côté de l'organisme de formation. L'organisme de formation, vous le voyez, il apparaît en bas. C'est le petit icône en bas à gauche, un rouge, vous voyez. Alors que le titulaire, c'est le petit icône bleu qui apparaît au-dessus de la ligne horizontale. Donc le petit icône bleu vous donne les quelques délais sur lesquels seront soumis les titulaires. Il y en a plus du côté des organismes de formation parce qu'on a besoin de timer en quelque sorte l'utilisation de la plateforme et de faire en sorte que un titulaire ne puisse disposer d'un délai de réflexion incompressible, important, parce qu'encore une fois, on a le droit de se tromper. Il vaut mieux se tromper avant qu'après, parce qu'après c'est impossible. Vous allez consommer des droits, hein, et les droits c'est de l'argent, et vous aurez perdu cet argent-là. Donc il faut que le délai de réflexion existe. C'est fini le temps où on pouvait s'inscrire la veille pour le lendemain à une formation, hein. Ça n'existe plus, hein. Voilà. Mais c'est tant mieux. Et puis après, il y a des délais aussi qui sont imposés à l'organisme de formation pour répondre à une demande de la part d'un titulaire. Donc la charge des délais est plus marquée du côté de l'organisme de formation que du titulaire. Mais c'est important de savoir qu'il y a un certain nombre de délais incompressibles ou ce genre de choses qui sont nécessaires à avoir en tête quand on veut s'inscrire à une formation. Alors, dernier point avant de passer la parole à Dorothée. Il y a deux petites diapositives sur le sujet, mais elles méritent peut-être qu'on s'y arrête quelques instants. Les 5 000 €, 8 000 €, c'est de l'argent, hein, sur le CPF, c'est beaucoup d'argent, mais quelquefois ça suffit pas pour acheter la formation qu'on souhaite. Ça peut paraître beaucoup d'argent, mais quelquefois les formations coûtent plus cher que ça. Et quand il manque de l'argent sur son propre CPF, on a plusieurs solutions pour pouvoir malgré tout aller dans la formation qu'on a envie de suivre et de poursuivre. La première chose, c'est que déjà le titulaire peut, avec sa carte bancaire, compléter les droits dont il dispose en ligne sur la plateforme. C'est-à-dire une formation qui coûte 6 000 € alors que vous n'avez que 5 000 €, vous pouvez, avec votre carte bleue, mettre les 1 000 € qui manquent. Je sais que 1 000 € c'est beaucoup d'argent. Sachez qu'en moyenne, les titulaires qui payent avec leur carte bancaire, ils sont assez nombreux parce que c'est 10% de nos dossiers de formation. Et en moyenne, c'est 500 € qu'ils payent. Donc ça prouve vraiment que les gens, ils tiennent vraiment à faire leur formation. Et dans ces cas-là, ils y vont à leur formation parce qu'ils ont mis de l'argent personnel. Mais il existe aussi des acteurs, des partenaires ou des dispositifs. Ici, vous en voyez un, le compte personnel de prévention, qui permet de compléter les droits dont dispose un titulaire sur son propre compte. Bon, les comptes personnels les CPP, les comptes professionnels de prévention sont des comptes un peu spécifiques liés à un certain type d'activité. Tout le monde n'en a pas, donc c'est pas le plus fréquent de ce que l'on trouve. Mais sachez que au-delà du titulaire, l'employeur peut abonder le compte de son collaborateur. Le Pôle emploi peut abonder le compte d'un demandeur d'emploi. Les régions aussi, pour les demandeurs d'emploi, et les salariés, ça arrive aussi.
Et les branches professionnelles, les OPCO, ce qui a remplacé les OPCA, peuvent aussi mettre en place des dispositifs d'abondement qui sont référencés sur notre plateforme. Vous trouvez quand vous rentrez sur notre plateforme la liste de tous les cofinanceurs potentiels. Donc, j'ai mis une dernière diapositive sur le sujet qui peut paraître un peu compliqué, mais en fait, grosso modo, ce que je voulais dire à travers cette diapositive, c'est que il faut pas hésiter à regarder sur la plateforme pour voir si, selon la situation qui est la vôtre, et un CEP peut vous aider. Les entreprises, Pôle emploi, si vous êtes demandeur d'emploi, ou d'autres acteurs peuvent compléter les droits dont vous disposez pour pouvoir acheter une formation en ligne. Il y aura peut-être des questions sur le sujet. Comme il est déjà 35, je vous relaisse la parole, Dorothée, pour poursuivre. Très bien, merci Philippe. Alors, j'essaie de répondre voilà, dans le chat, c'est la partie question à ce que je pouvais répondre. Et pour les personnes qui n'ont pas eu encore réponse à leurs questions, Philippe, je vous laisserai le soin de leur répondre après. Alors, là, on va passer plutôt à une étude de cas, enfin, en tout cas, un exemple. Donc, Pierre, 26 ans. Qui souhaite effectivement se former. Donc, il est chargé de communication au sein d'un grand groupe. Il souhaite acquérir de nouvelles compétences dans un secteur qui l'intéresse, donc particulièrement, qui est la création de vidéos pour le web. Donc, voilà la situation de Pierre. Donc, Pierre, pour ce projet, il s'est rapproché donc de sa conseillère en évolution professionnelle et explique qu'il adore créer les petites vidéos sur le plan perso, que ça le passionne, mais voilà, qu'il aimerait acquérir de vraies compétences professionnelles pour optimiser ses créations, mais aussi pouvoir s'en servir au travail. Donc en fait, Pierre, on voit là qu'il a deux objectifs, c'est pouvoir se former et monter en compétences sur la création de vidéos pour le web, aussi bien pour lui sur son plan personnel que au niveau de son activité et ses missions de travail. Donc c'est intéressant puisque du coup ça peut être un profil dans lequel vous pouvez aussi vous reconnaître. Et donc il se rapproche de sa conseillère en évolution professionnelle pour voir quelles sont ses possibilités. Alors avec sa conseillère, donc il a pu identifier les compétences à acquérir au regard de son objectif. C'est effectivement le travail à faire avec sa conseillère en évolution professionnelle. Il a pu sélectionner plusieurs offres de formation éligibles au CPF et il les a comparées pour choisir la mieux adaptée. La mieux adaptée, par exemple, par rapport à son temps de travail, par rapport aux modalités. Parfois, on n'est pas forcément à l'aise avec la formation en distanciel. On préfère du présentiel. Donc, à ce moment-là, en fonction de ces critères, est-ce que je fais une formation en dehors de mon temps de travail? Est-ce que je demande à la financer. Est-ce que je demande à mon employeur de pouvoir faire cette formation sur mon temps de travail en la finançant via mon CPF? Voilà, ça c'est des choses à réfléchir. Il a préparé donc un argumentaire afin de proposer cette action à son employeur et donc il a été guidé pour acheter la formation en ligne par sa conseillère en évolution professionnelle. Donc, voilà, si vous voulez, par rapport à cet exemple, comment vous pouvez faire appel à un conseiller en évolution professionnelle pour concrétiser votre envie de formation. Vous voyez, que ce soit dans le cadre du plan personnel ou du plan professionnel. On peut allier les deux parfois et effectivement utiliser son CPF sur une formation qui pourrait s'effectuer sur le temps de travail si l'employeur est intéressé entre guillemets parce que lui ça lui permet d'avoir un collaborateur qui va monter en compétences et que vous du coup vous êtes aussi, tout le monde en profite finalement et l'employeur pourquoi pas cette option-là en termes de financement à votre employeur. Donc, il y a des questions qui ont été posées un petit peu dans ce sens-là tout à l'heure dans le chat. Donc, on y répond là grâce à l'exemple de Pierre. Alors, là, quelque part, on va essayer de voir avec le conseiller en évolution professionnelle là où on peut vous aider dans votre démarche de formation par rapport à votre CPF. Donc, déjà, comment bien choisir la formation? Donc, le premier point, la première étape, c'est de définir votre objectif.
Est-ce que vous souhaitez évoluer dans votre entreprise? Est-ce que vous envisagez plutôt de changer de métier? Est-ce que vous avez envie de créer ou de lancer votre activité, par exemple votre entreprise? Est-ce que c'est plutôt une envie par rapport à du développement personnel? Quelles sont vos perspectives sur le marché de l'emploi à l'issue de la formation? Voilà, quels sont vos objectifs? C'est vraiment la première question à poser. Et dans ce cadre-là, sachez que le conseiller en évolution professionnelle pourra vous aider aussi à vous amener à cette réflexion. Mais c'est vraiment la première démarche, puisqu'en fonction de ça, vous allez avoir des dispositifs dédiés pour vous aider à vous former. Là, on parle du CPF, évidemment, mais par rapport à cet objectif, à ces objectifs que vous allez avoir, vous pourrez aussi vous orienter sur d'autres dispositifs, d'autres aides qui existent pour vous former. Deuxième étape, donc l'objectif et les modalités de la formation. Donc effectivement là, la priorité, ce sera de voir quelles sont les compétences que je souhaite acquérir à travers cette formation. Se poser la question, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a comme contenu de la formation par rapport à la formation, à la certification ou diplôme que je souhaite acquérir, par exemple. Quelle est la certification délivrée que vous pourrez retrouver effectivement sur le site de France Compétences? Quelle cohérence avec mon objectif? Est-ce que j'ai plutôt envie de faire une formation qui me permet de monter en compétences et en même temps d'accéder à une certification professionnelle plus élevée? Ou est-ce que voilà, je souhaite avoir un complément de formation pour pouvoir évoluer simplement dans mes missions? Ou voilà, est-ce que c'est une formation plutôt dans le cadre plutôt du plan sur le plan personnel? C'est tout à fait possible. Est-ce que je souhaite faire une formation plutôt en distanciel? Quelles sont les modalités de suivi qui sont les plus appropriées à mon profil, à ma situation? Voilà. La deuxième étape, c'est vraiment analyser et faire le point sur les objectifs et les modalités de la formation que vous souhaitez envisager. Troisième étape, effectivement, toujours avec votre conseiller en évolution professionnelle, vous pouvez vraiment réfléchir sur tous ces aspects. Chercher des avis et des témoignages, parce que bien souvent, quand on se dirige vers une envie de formation, on va savoir si la formation, elle est bien adaptée, si elle est reconnue, si l'organisme de formation est fiable. C'est souvent ces questions qu'on se pose, donc il ne faut pas hésiter à rechercher sur Internet, sur les réseaux sociaux, voilà, de l'organisme de formation. Souvent, il y a des témoignages sur les réseaux professionnels, sur LinkedIn par exemple. Vous avez également des blogs de formateurs qui permettent aussi d'avoir des éléments et des informations qui vont vous conforter ou pas dans la perspective d'aller vers tel ou tel type de formation ou tel organisme. Et effectivement, avoir des éléments d'information sur la réputation de l'organisme de formation. Donc, évidemment, choisir un organisme de formation qui soit certifié Calliope, c'est évidemment la première base en termes de garantie au niveau de la fiabilité et de la qualité de l'organisme de formation et de la formation que vous cibleriez. Alors, sur la quatrième étape, donc bien effectivement définir vos critères de choix et les comparer. Effectivement, lister ses priorités, c'est tout à l'heure, est-ce que j'ai plutôt envie de faire une formation donc déjà sur le plan personnel ou professionnel, mais est-ce que j'ai du temps personnel pour le faire au niveau de l'organisation de ma vie familiale par exemple? Est-ce que j'ai cette possibilité-là? Est-ce que les conditions d'entrée viennent par rapport aux prérequis? Est-ce qu'elles sont, enfin voilà, c'est à ma situation, à mon profil? Faire le point également sur votre expérience. Est-ce que c'est une VAE que je dois envisager? Que sont devenus les anciens stagiaires? Donc ça aussi c'est intéressant de savoir si effectivement les personnes, enfin les stagiaires de formation ont retrouvé un emploi derrière, ou est-ce que ça a été plus difficile? Donc ça c'est aussi intéressant. Organisation, rythme de la formation. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des questions à vous poser. Qui sont les référents, les formateurs? Voilà, tous ces points importants à voir en amont pour éclairer le mieux possible le choix que vous allez faire par rapport à la formation que vous envisagez. Donc,
5e étape, faire une enquête. Alors évidemment, ça nécessite de s'impliquer personnellement dans cette démarche. Donc, quelles sont les informations qui me manquent pour faire le choix? Voilà, c'est passer un petit peu plus de temps pour aller effectivement interviewer ou envoyer un message sur les réseaux professionnels, les réseaux sociaux, soit auprès de formateurs ou de stagiaires pour conforter et avoir le plus d'éléments possible pour faire votre choix et faire un choix aguerri et réfléchi. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à faire toute cette démarche, à vous poser toutes ces questions avec un conseiller en évolution professionnelle qui pourra vous guider dans toutes ces étapes de réflexion. Alors, je reprends la parole pour 3 diapositives concernant les sujets de fraude et d'arnaque. On les a un petit peu évoqués, donc je vais aller relativement vite. J'ai regardé un peu la liste des questions. Il y a quelques questions, je crois, sur le sujet, donc c'est l'occasion d'aller voir. D'abord, personne ne peut vous appeler pour vous démarcher pour utiliser votre CPF. Chaque fois qu'on vous démarche téléphoniquement pour utiliser votre CPF, c'est interdit, vous raccrochez. Deuxièmement, quelqu'un vous prévient, un organisme ou un appel téléphonique vous prévient que votre solde de CPF va expirer. Je vous l'ai déjà dit, et je le répète à cet endroit-là, un compte CPF n'expire jamais, sauf lorsque vous partez, lorsque vous liquidez vos droits à la retraite. J'en profite pour répondre à une question qui, je crois, est dans le fil de conversation. Vous avez parfaitement le droit, avant de partir à la retraite, d'acheter une formation avec votre CPF et de la faire après être parti à la retraite. Ça, c'est l'essentiel, c'est de l'acheter avant d'avoir liquidé vos droits. Vous pouvez très bien la faire après. Mais après être parti à la retraite, vous ne pourrez plus utiliser vos droits CPF. Donc voilà, la barre limite, c'est la liquidation des droits. L'organisme vous propose de créer votre compte CPF par téléphone. Ne le faites pas, c'est comme ça que les gens piquent l'identité numérique. Donc, c'est comme, partez du principe que l'identité numérique, c'est comme un numéro de carte bancaire. Les 4 chiffres de votre compte, de votre carte bancaire, pardon, vous les donnez à personne. Bon, et ben pareil pour l'identité numérique. L'organisme vous propose une attestation de formation ou d'une certification, ça arrive de moins en moins, mais ça peut arriver. Il faut être un peu suspicieux dans ces cas-là. De même, quand vous voyez des formations en ligne qui sont des formations extrêmement courtes ou des formations qui sont chères pour des durées extrêmement courtes. On a vu sur le site des formations en prise en main Excel de 5 ou 6 heures facturées 1 300 €. C'est une arnaque, ça. Windows propose des formations à la prise en main d'Excel en quelques heures, à peu près le même nombre d'heures, pour 35 € hors taxe. C'est ça le prix. Hein. Donc surtout, vous faites pas avoir avec ce genre de choses. Bon, l'organisme vous demande vos identifiants, ça on en a déjà parlé, et pression de l'organisme pour un engagement rapide. Ça c'est pas bon parce que ça signifie que l'organisme il a envie d'aller vite. Et c'est là qu'il faut être le plus suspicieux. Les bonnes pratiques, elles se déduisent un petit peu de ce qu'on vient de dire. Donc, vous recevez un appel ou un SMS sur le sujet CPF, balancez-le. Personne ne vous écrira pour utiliser votre CPF. Les mails, c'est pareil. On ne vous envoie jamais de mail, sauf pour vous dire que votre compte est activé. C'est tout. C'est le seul moment où on va vous contacter, et c'est un message à ne pas répondre. C'est juste pour vous informer que ça a été fait. Ne partagez jamais vos données personnelles. Prenez du temps avec votre CEP pour choisir une formation et bloquer éventuellement les appels téléphoniques et les offres commerciales qui vous sont faites. Par ailleurs, sur le site, vous pouvez aller lorsque vous avez été fraudé, lorsque peut-être par erreur vous avez communiqué des informations, allez vite changer votre mot de passe sur le site, vérifiez ce qui s'est passé. Si jamais vous vous êtes fait piquer des droits, dites-le nous le plus rapidement possible, de telle sorte à ce qu'on vous les recrédite.
et qu'on bloque les formations soi-disant que vous auriez choisies. Conservez bien tous les éléments de preuve et signalez-nous sur le site l'escroquerie dont vous avez été victime. Et si vous avez le temps et le courage, déposez plainte. Voilà. C'est les principaux messages que je voulais passer. Et je te relaisse la parole, Dorothée. Philippe. Alors, je vais passer assez brièvement en évolution professionnelle, puisque la plupart de vous ont déjà eu une présentation lors d'autres webinaires. Donc, je vais quand même présenter cette partie pour que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information. Et ensuite, on pourra répondre plus amplement à toutes vos questions. Alors, concernant le conseil en évolution professionnelle, donc qu'est-ce que c'est? Alors, on l'a dit à plusieurs reprises lors de ce webinaire, vraiment, lorsque vous avez une question, peu importe laquelle, par rapport à je ne sais pas comment faire pour me former, etc., je veux ouvrir mon CPF, je ne sais pas comment faire, faites appel au conseil en évolution professionnelle. C'est un appui gratuit dédié donc aux salariés et aux indépendants pour pouvoir faire le point sur sa situation. Et ayant la possibilité aussi de pouvoir être accompagné sur l'élaboration, la formalisation de votre projet dans le cadre d'une stratégie visant votre évolution professionnelle ou conversion. C'est un service gratuit qui vous permettra d'avoir un espace d'échange neutre et confidentiel avec un conseiller en évolution professionnelle. C'est un tiers de confiance, donc il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel à un CEP. Il est accessible à tous, ce service. Et effectivement, l'idée, c'est de vous proposer également une écoute impartiale par rapport à votre projet, votre situation et ce que vous avez envie d'exprimer par rapport à vos besoins en termes d'évolution ou de projet professionnel. Donc, pour qui? Alors, effectivement, en fonction de votre situation professionnelle, de votre situation, vous allez voir, il y a différents opérateurs dédiés qui délivrent donc le conseil en évolution professionnelle pour tous les actifs, donc les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. On a tous les opérateurs que vous voyez ici qui participent à ces semaines de l'évolution professionnelle. Donc, en RH, Corse, Axis Martinique, Réseau EVA, le BGE Guyane et effectivement pour la Réunion, c'est mon CEP la Réunion, le groupe Évolution. Donc vous les retrouverez par rapport au site de toute façon que j'ai partagé avec vous. Vous retrouverez tout à l'heure pour retrouver exactement quel est l'opérateur qui est dédié. Selon votre situation. Pour les cadres, c'est l'APEC qui délivre le conseil en évolution professionnelle. Pour les demandeurs d'emploi, c'est le Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans, ce sont les CAL. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est le Cap emploi. Donc, vous voyez, en fonction de votre situation, vous avez un opérateur dédié. Et je vous invite donc ensuite à aller voir sur le site moncep.org pour aller prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, le rôle du conseiller, donc c'est de guider la personne pour créer son CPF quand vraiment c'est le besoin premier, l'informer sur ses droits et donc le fonctionnement du compte pour l'aider à aider à mobiliser les abondements et les dotations possibles. Donc c'est ce qu'on a vu avec donc c'est vraiment mettre toutes les choses possibles à jour et les actualiser pour que vous puissiez avoir les abondements et les dotations envisageables par rapport à votre situation et votre expérience professionnelle. Vérifier l'éligibilité de la formation au financement CPF et remettre une attestation d'accompagnement, le cas échéant. Donc si en fonction des abondements, vous pouvez, c'est le cas en tout cas. Comme pour n'importe quel projet comportant une formation, donc l'idée c'est de vous aider à construire et formaliser votre projet, d'aller chercher même des financements, pourquoi pas complémentaires, donc aider à comparer les dispositifs de financement, les cofinancements le cas échéant, définir une stratégie et un parcours de formation le plus adapté à votre situation. Donc, comme j'ai pu l'indiquer dans le chat ou les réponses aux questions posées, en fonction de votre situation et de votre projet, en fait, vous allez pouvoir, avec le professionnel, éclaircir vos possibilités en termes de financement et de voir quels sont les dispositifs d'aide au financement les plus adaptés par rapport à votre situation et par rapport à ce que vous envisagez de faire. Donc, c'est vraiment important de vous rapprocher d'un CEP pour élaborer votre projet de formation. Donc, effectivement, quel est l'objectif du CEP? Donc, de vous accompagner dans l'élaboration et la formalisation de votre projet
professionnelle, donc qu'il s'agisse d'une envie d'évoluer professionnellement, tout simplement. Vous envisagez de monter en compétences et de développer vos compétences, que ce soit à l'interne de votre entreprise ou de manière personnelle. Vous pouvez travailler ça avec votre CEP, vous posez des questions sur une reconversion ou la transition professionnelle. De la même manière, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle. Peut-être l'idée vous vient de vouloir créer ou de vous lancer dans la création d'une entreprise ou la reprise d'une entreprise. Un CEP, il vous aidera réflexion dans les doutes que vous pouvez avoir et vous orientera vers les acteurs locaux pour vous aider à peut-être vous projeter dans ce projet. Vous avez des questions sur la certification professionnelle, les formations diplômantes, qualifiantes, etc. Rapprochez-vous du CEP, il vous aidera à éclaircir vos questions là-dessus. Et pourquoi pas, si vous envisagez une mobilité interne par rapport à votre activité actuelle, sachez que le CEP, c'est aussi un appui à la politique RH de votre structure. C'est un tiers de confiance, comme je le disais tout à l'heure, en dehors de votre entreprise pour pouvoir poser vos questions librement et, par exemple, vous aider à préparer votre entretien annuel d'évaluation ou voilà, poser à plat un petit peu vos compétences et avoir un effet miroir qui va vous permettre aussi d'argumenter les choses et de vous orienter votre projet, si vous envisagez une mobilité à l'interne ou évidemment à l'externe. Voilà les possibilités que peuvent vous donner le CEP. Donc, comment, par quels moyens? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur un conseil individualisé et adapté qui vous permettra d'exprimer votre demande et vos besoins. Ça vous permettra également d'accéder à un premier niveau d'information et de conseil, quelle que soit votre demande, concerne les métiers, les offres de formation, votre environnement professionnel, les dispositifs de financement. D'identifier déjà les premières démarches à pouvoir réaliser pour pouvoir engager votre projet. Et l'idée, c'est de vous accompagner d'une manière plus approfondie sur l'élaboration, la mise en œuvre de votre projet, en accédant donc à toutes les informations utiles à l'élaboration et l'analyse de la faisabilité de votre projet, qu'il s'agisse d'un projet d'évolution, de reconversion d'activité, peu importe. Et l'idée, c'est aussi de construire un plan d'action avec vous, donc le plus pertinent, le plus adapté pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet. Voilà, donc c'est vrai que j'ai mis le site dans le chat tout à l'heure. Donc, comment prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle? Vous allez sur le site www.moncep.org et c'est ici que vous allez pouvoir trouver, en fonction de votre situation, l'opérateur. Vous pourrez indiquer votre localisation et ainsi on vous proposera un rendez-vous conseiller le plus proche de chez vous. Voilà, donc on vous remercie déjà pour votre écoute et je laisse Philippe peut-être regarder un petit peu les questions auxquelles on n'aurait pas pu aborder. Alors, je vais essayer de les descendre un peu rapidement. Je commence par le haut. Peut-on bénéficier de la majoration des 300 € avec un diplôme CAP, BEP? Oui, puisqu'en fait, on est sur des niveaux infra-bac, donc oui. C'est ce qu'on appelle le niveau 3 actuellement. Donc, ce niveau 3, il permet d'obtenir la majoration de 300 € et tout est déclaratif. C'est ça. Il faut aller sur les informations personnelles quand on crée son CPF. C'est à cet endroit-là qu'on indique le fait que le diplôme le plus haut que l'on obtienne. Et nous, à partir de là, l'alimentation se fait automatiquement. Si vous indiquez CAP, BEP, automatiquement, vous serez classifié en salarié peu qualifié et du coup, vous aurez la majoration des 300 €. Est-ce qu'on peut abonder les RQTH de façon rétroactive? Non. Chaque fois qu'on met des justificatifs en place, on les met en place pour l'avenir. Donc, il faut bien penser à nous l'indiquer parce que ça ne vaut que pour le futur. Le CPF, je passe un peu vite, mais je pense qu'il y aura peut-être des questions sur des questions. Le CPF est-il alimenté en N+1 avec un salarié en arrêt de travail sur l'année N? Non. À partir du moment où on ne travaille pas, on n'est pas alimenté. Alors, sauf certains cas, maladie professionnelle, je
les ai plus tous en tête, hein, pardon. Accident du Maladie, travail. accident du travail, enfin il y en a 3 ou 4, je les ai plus tous en tête, mais c'est ça le principe. Si vous avez été, même les personnes qui ont été arrêtées du fait du Covid sont en arrêt de travail et ne c'est pas maladie professionnelle et c'est pas accident du travail, donc il n'y a pas d'alimentation du compte. Si les salariés n'ont pas indiqué leurs heures diff, ah ben non, les heures diff, elles sont perdues depuis le 30 juin 2022, si je me trompe pas. Et encore, je me demande si c'est pas 2021. Enfin, c'est perdu depuis plusieurs années, hein. Donc là, c'est perdu. C'est perdu. Y a-t-il un délai pour utiliser le CPF? Non. On l'a un petit peu évoqué, donc je pense que là, c'était plutôt, voilà. Comment déclarer RQTH et le niveau infrabac en allant sur l'onglet informations personnelles. C'est là qu'on a les informations qui permettent de rentrer, de déclarer son RQTH avec justificatif et de déclarer son niveau de le dernier diplôme que l'on a obtenu. Que se passe-t-il quand le CPF est plafonné à 5 000 € et que le salarié continue à remplir les conditions pour l'obtention des 500 €? Eh bien, il ne les obtient pas. Une fois qu'on atteint le plafond, on atteint le plafond. Moi, je suis au plafond de mon CPF. C'est pas très glorieux de le dire, mais c'est comme ça. Je l'ai pas utilisé mon CPF depuis des années. Je suis au plafond de 5 000 €. Et à chaque année, je passe devant la glace, si j'ose dire, de l'alimentation de mon CPF. Et j'aurai pas 1 € de plus. Je n'aurai pas 1 € de plus. La seule solution pour obtenir des euros, pour continuer à bénéficier de l'alimentation, c'est que je consomme tout ou partie de mon CPF. Si je consomme tout ou partie de mon CPF, je retrouverai de l'alimentation. Ce compte fonctionne comme un espèce de revolving, vous savez, des comptes bancaires qui fonctionnent comme ça, où en fait, il se charge et se décharge quand on utilise. Voilà, c'est le principe, hein. Est-ce qu'une formation, alors ça par contre, je ne sais pas ce que c'est, DALF C2, je suis désolé. En tout cas, ce que je peux dire, c'est tous les diplômes certifiants, diplômants, qualifiants sont. Donc il faut aller voir sur le site de France Compétences. C'est probablement le mieux. Je connais vraiment pas tous les diplômes par cœur. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre. Auprès de quel organisme pour l'accompagnement et et conseil? Alors, il y a plein d'organismes qui sont présents sur la plateforme. Les organismes les plus sérieux sont ceux qui sont les plus connus. Si vous voulez vraiment trouver des gens sérieux pour l'accompagnement et le conseil et la création, je vous conseille personnellement au moins 2 partenaires. Il y en a plus, hein, mais ceux-là, c'est des partenaires de qualité. C'est tout ce qui relève des chambres consulaires. CCI, Chambre des métiers, Chambre d'agriculture, etc. Ceux-là, c'est des vrais professionnels de ces sujets-là. Et les boutiques de gestion, hein, les boutiques de gestion qui, je crois, je parle sous le contrôle de Dorothée, sont partenaires de ces semaines. Et eux sont des vrais professionnels sérieux de l'accompagnement et du conseil, pardon, à la création d'entreprise. Sur la plateforme, vous pouvez, c'est plus variable. Vous pouvez trouver des partenaires un peu différents, mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais c'est les 2 qui me viennent à l'esprit pour répondre à la question. Alors, comment trouver le catalogue des formations certifiantes? Je crois que Dorothée a répondu. Je pense que ouais, j'ai répondu. Refus 3 fois non, ça je sais pas. Je pense que c'est lié au refus d'un employeur. Le refus d'un employeur, il peut. Ah oui, pardon. D'accord. Donc là, je suis désolé, je l'avais pas vu. Peut-on offrir son budget CPF à un tiers? Non, ça n'est pas prévu. Le CPF est portable, c'est-à-dire qu'on le transporte d'un employeur à l'autre, hein, mais il n'est pas transférable. On ne peut pas utiliser son CPF pour donner ses droits à ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses cousins, je sais pas. Ses voisins, je sais pas. On peut pas. C'est pas possible. La loi ne le permet pas. Tu avais répondu, pardon, excuse-moi, j'ai pas fait attention. Peut-on utiliser son CPF après être entré en retraite? Non, la limite, c'est la liquidation des droits. Identité numérique obligatoire pour utiliser son CPF? Oui. On fait alors ça, c'est une question qui est pour Dorothée, je dois ça répondre. Il ne me semble pas qu'à la création du compte CPF, non, à la création, il n'y avait pas besoin.
d'identité numérique, effectivement. Donc, si vous avez créé votre compte avant, vous pouvez y aller sans avoir besoin de recréer une identité numérique. C'est pour les nouvelles personnes qui veulent se connecter. On peut contourner, mais cela demande des délais plus longs. Oui, c'est vrai. Ça demande des délais qui sont plus longs. Là, par contre, je ne saurais pas répondre à la deuxième partie de la phrase. Qu'une loi passe ou les gens le savent. Oui, effectivement, j'en ai pas parlé. Il y a un texte qui est sorti, qui permet maintenant, mais on attend les décrets d'application, et qui pourrait obliger les titulaires de CPF à mettre ce qu'on appelle un reste à charge, un ticket modérateur, appelons-le comme on veut, dont je ne connais pas le montant puisque le texte n'a rien défini en la matière, mais c'est possible. Alors l'objectif, c'est un peu de serrer l'usage du CPF. Tout à l'heure, je vous ai dit que le CPF consommait environ 2 milliards d'euros par an. C'est beaucoup d'argent. Donc si le législateur ou le ministère du Travail veut limiter l'emploi du CPF, il va utiliser cette solution qui est prévue par la loi. Je ne saurais pas vous dire s'il le fera. En tout cas, en 2023, non. Mais en 2024, c'est possible parce que le texte est sorti. Et donc, il suffira d'attendre les décrets d'application. Alors, existe-t-il d'autres moyens dans la recherche de formation agréée que par des mots-clés? En fait, vous pouvez utiliser des filtres de distance. En fait, le moteur de recherche filtre à deux niveaux. Il filtre par typologie de formation et par distance. C'est ces deux critères principaux. Alors, ça marche plus ou moins parce que dans certains cas, il n'y a pas beaucoup. Ça m'arrive de voir des formations, par exemple, des gens qui cherchent des formations pour être infirmiers ou ambulanciers et il n'y en a pas dans la région où ils se trouvent, donc ils vont se voir proposer des formations de cette nature beaucoup plus loin de chez eux. Ça m'est arrivé une fois de voir à l'occasion en Bretagne quelqu'un à qui on proposait une formation en Savoie. Bon, ça fait un peu loin pour se former. Mais il y a aussi ça, il y a aussi la distance. La distance joue beaucoup. On sait que en France, les titulaires de CPF se forment sur une distance maximum de 25 km. C'est l'ordre de grandeur. Voilà. Voilà, je crois qu'après, quand on est au chômage, notre CEP est-il notre conseiller Pôle emploi? Oui, absolument. Absolument. Philippe, je voulais faire remonter la question de Laurie qui a mentionné, qui indique que tout à l'heure, effectivement, vous avez mentionné donc, que le CPF s'alimente en heures dans la fonction publique, mais oui. Ça veut dire que si je ne travaille pas en fonction publique, je ne peux pas accéder à mes heures cotisées. C'est une bonne question. Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que ça a micro coupé là? J'ai pas compris. Pardon, excuse-moi. En fait, une personne qui a alimenté son compte CPF dans la fonction publique, donc en heures, et qui aujourd'hui ne travaille plus dans la fonction publique, elle pose la question, donc Laurie, je ne peux pas accéder à mes heures cotisées dans ce cas-là. Non, dans ce cas-là, il faut convertir les heures en euros. Alors, si vous avez jamais travaillé dans le privé, le compteur, parce qu'en fait, il y a deux compteurs dans le CPF. Il y a un compteur en heures et un compteur en euros. Quand on est, nous, on sait si c'est des heures ou des euros avec la déclaration des SN de l'employeur. Donc, on sait si ça relève de la fonction publique ou du secteur privé. Et c'est à ce moment-là qu'on fait on alimente soit en heures, soit en euros. Si la personne a passé toute sa carrière dans la fonction publique et est passée dans le privé, elle peut convertir ses heures en euros. Et il faut qu'elle le fasse, il faut qu'elle convertisse ses heures en euros. Le seul problème, c'est que quand on n'a jamais travaillé dans le privé, le compteur en euros ne s'active pas automatiquement. Il faut qu'on l'active. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle aille sur le site, qu'elle prenne, qu'elle utilise le formulaire qui se trouve. Il y a un formulaire qui permet d'envoyer une demande spécifique à nos équipes nos contacts. Il y a une équipe de contact qui existe au niveau de la Caisse des dépôts et il faut leur demander l'activation
du compte en euros de son compte CPF. Là, une fois que son compte en euros sera activé, elle pourra convertir au taux de 15 euros toutes les heures qu'elle a sur son CPF et elle pourra les utiliser comme un salarié ordinaire. Et si jamais dans l'autre sens, si jamais une personne fait le chemin inverse, passe du privé vers le public, c'est pareil. Hein, le système de conversion permet d'aller dans les deux sens, donc de convertir d'heures en euros et d'euros en heures, toujours au même taux de 15 euros de l'heure. Merci Philippe. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. Après, de toute façon, si vraiment vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher du CEP. Comme on vous l'indiquait, alors je suis désolée, j'ai un problème de batterie. Pourtant, mon ordinateur est branché. Donc, je vous préviens, ça peut peut-être couper. Je suis sincèrement désolée. Donc, j'espère que voilà, on aura répondu à toutes vos questions. Bon. J'en vois encore d'autres, donc je me permets, hein, j'en profite. Le permis bateau sera-t-il éligible? Non. Non, clairement non. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'étais mineur quand j'ai commencé mon apprentissage. Je n'ai aucun moyen de faire voler en... En fait, ce qu'il faut, quand vous avez des cas particuliers comme ça, il faut passer par notre plateforme. Utilisez le formulaire que vous avez sur la plateforme pour nous remonter des cas particuliers. Il faut qu'on les étudie cas par cas, parce que là, je saurais pas vous répondre, mais je vous encourage à le faire. Voilà. Et une personne me dit qu'elle a mentionné une certification finançable par le CPF. Alors, tout ce qui est finançable par le CPF, c'est ce qui se trouve sur les répertoires. Votre organisme de formation ne peut pas vous dire le contraire. Et si vous dit le contraire, c'est peut-être qu'il n'est pas allé sur la plateforme pour y injecter ses propres formations. Ça, c'est possible. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, il y a une question. Il y a Eric qui demande. Il y a une question auquel je n'ai pas répondu avec une dame, mais je ne sais pas laquelle c'est. Il y a Eric qui pose la question, je suis en congé maladie ordinaire, puis-je financer par le CPF alors que je suis en inactivité? Ah oui, vous pouvez utiliser votre CPF comme vous voulez, oui, bien sûr. C'est l'alimentation qui ne se fait pas. C'est pas l'utilisation. Hein. L'utilisation, elle se fait. Un demandeur d'emploi, il n'est pas alimenté de son compte. Il peut se servir de son compte. Hein. Il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Après, tout dépend par rapport à votre médecin et votre maladie. Quel est le, comment dire? Est-ce que vous avez des autorisations d'absence? Enfin, ça aussi. Je pense que c'était ça la question, Eric. Peut-être si vous pouvez l'utiliser, est-ce que voilà, ça posera pas de problème par rapport à votre situation? Voilà. Enfin, j'espère qu'on a répondu à votre question en tout cas. Pour Stéphanie, moi, je vous encourage vraiment à aller voir aller nous remonter votre question à partir du formulaire. Il faut qu'on voit votre cas. C'est difficile, faut qu'on vérifie cette notion de mineur, de minorité, RQTH. Nous, en fait, on utilise la déclaration sociale nominative de l'employeur pour alimenter votre CPF. Et on utilise ces éléments-là. Il n'y a rien d'autre. Hein. C'est pas l'employeur qui dit c'est pas l'employeur qui alimente. Hein. Nous, on alimente rien du tout. Hein. Donc, l'employeur, il alimente rien du tout. Donc, il faut vraiment qu'on voit votre cas particulier. Passez par la plateforme pour poser votre question et on y répondra. Voilà. Voilà. Il est 17h13. Je ne sais pas, Dorothée, si tu veux qu'on arrête là. Oui, je pense que on peut arrêter le webinaire.
En tout cas, on vous remercie pour votre écoute. On espère qu'on n'a pas été trop rapide. Même, on a abordé tous les points donc, voilà, qui devaient être abordés. Et bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne poursuite des semaines de l'évolution professionnelle et puis voilà, une bonne continuation en tout cas dans vos projets et toute la réussite que vous en espérez. Alors, Philippe. Oui, je suis toujours là. J'ai juste coupé le. D'accord, parce que du coup, la caméra Oui, s'est je l'ai coupée. coupé 2 secondes, mais D'accord. je peux la remettre, il n'y a pas de problème. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Merci à tous. Au revoir.